Y a-t-il des opportunités d'investissement dans le top 30 actions du CAC 40? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les colonnes de cette watchlist. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Donc là, il y a les décotes sur actifs tangibles, c'est intéressant. Rendement des capitaux investis, c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, ici, c'est une rentabilité plutôt financière. Donc on regardera plutôt pour les compagnies financières, mais il n'y en a pas ici. L'endettement, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement actionnaire. Donc ça inclut potentiel rachat d'actions ou dilution. Free cash flow par rapport au bénéfice net. Pour vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais ce qui permet de payer le dividende, ce sont les free cash flow. Donc il faut que les free cash flow soient un minima équivalent au bénéfice net pour que ce payout ratio ait un sens. On commence avec la première entreprise de la liste. Il s'agit de Legrand, le spécialiste de l'équipement électrique, 35 milliards de dollars de market cap, 6,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a toujours un peu de croissance quand même sur cette entreprise. Maintenant, c'est plus de la croissance par acquisition que de la croissance organique. Les multiples de valorisation sont un peu chers quand même. 17,4 en VE sur EBITDA, 27 en PE, 24 en price to free cash flow. On est en dehors de la zone de valorisation raisonnable. Hein. C'est un peu cher. Après, c'est une large cap, il y a un peu de croissance. Elle est assez qualitative. C'est quand même intensif en capital, hein, comme en business. On a 10% de rendement des capitaux investis, c'est bien. 1,4 en termes de dette nette sur EBITDA, donc le bilan n'est pas trop lourd. 2% de rendement du dividende. Il y a potentiellement un peu de dilution. Il faut voir si les actions qui sont mises en circulation sont nouvellement créées ou pas. À ce niveau, c'est pas hyper intéressant non plus, hein, le rendement de dividende et le rendement d'actionnaire. On a les free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, un payout ratio à 46%. Donc le dividende est soutenable. Voilà, le grand, c'est quand même un peu cher. Hein, il y a de la croissance, un peu de croissance qualitative, mais c'est un peu cher. Moi, je suis plutôt à l'écart. Stellantis, l'automobile, secteur en souffrance en Europe. On est sur 30 milliards de dollars de market cap. 21,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ça inclut les fusions avec Fiat Chrysler, etc. Encore, hein, ça a eu lieu encore dans les 5 dernières années, il me semble. Donc là, c'est du changement de périmètre, hein, c'est la puissance externe. Alors, les multiples, ils sont vraiment à la casse. Hein, 2,7 en VE sur EBITDA, 5,4 en price earnings, en ratio coût-bénéfice. Donc c'est vraiment pas cher, mais les free cash flow sont négatifs. Donc on n'a pas de price to free cash flow. 40% de décote sur actifs tangibles. Les actifs tangibles, pour Stellantis, ça va être surtout du cash en réalité, mais en fait, ça inclut une banque Stellantis, puisque quand on achète une voiture à crédit, on passe par le bras financier de Stellantis. Donc, il faut retraiter tout ça. Si c'est mis en rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel. Hein. On a une fois les bidas en dette nette. Donc, en fait, on a un peu de dette, même si on a une énorme trésorerie. Bon. 7,8% de rendement du dividende, c'est exceptionnel. 26,4% en rendement actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions massifs. Elles sont annulées, ces actions, je pense. Mais c'est fait à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Bon, l'automobile, c'est quand même très particulier, c'est très difficile en ce moment. Transition vers l'électrique. Bon, je pense que moi, il vaut mieux être à l'écart de Stellantis pour l'instant. Il y a peut-être des compagnies automobiles qui sont plus intéressantes que Stellantis, même si elles restent pas très chères. Mais c'est à beau risque et péril. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement, des supports d'investissement performants et passifs, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Et nous, on continue avec Capgemini. On est sur le leader français des ESN, entreprise de services numériques. 29 milliards de dollars de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a toujours la bonne croissance. Les ESN, c'est essentiellement de la croissance externe. Hein. Ils rachètent les entreprises de services, de conseils, etc. Puis elles les intègrent. On a 10 en VE sur EBITDA. C'est raisonnable, on va dire. 17,5 en PE, 12,8 en free cash flow. Sur les quelques dernières années, on a un fort ralentissement des ESN et cabinets de conseil. Tout ce qui est agence, conseil, etc., c'est en ralentissement. Et donc, ça implique du coup des multiples qui sont plus bas que l'ordinaire et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, puisque pour l'instant, on ne réinvestit pas le cash dans la croissance. Donc, il vaut mieux considérer le multiple de VE sur EBITDA ou de price free cash flow. Et moi, je trouve que c'est raisonnable à ce niveau. Capgemini, c'est une société de qualité. Et on n'a pas des multiples trop élevés. Donc, intéressant à ce niveau, je pense. 10,2 en rendement des capitaux investis, c'est bien, c'est convenable. C'est pas intensif en capital comme business, hein, vu qu'on fait travailler des consultants. Donc, c'est de l'humain, c'est de la créativité. Une fois les bidas en dette nette, donc ça, c'est le reliquat d'acquisition. Hein. Chaque fois qu'ils font des acquisitions, ils s'endettent un petit peu.
Donc, c'est pas très lourd comme endettement, c'est bien. 2,3% en rendement du dividende, 4,1 en rendement de l'actionnaire. Donc, Capgemini rachète ses actions. Je pense qu'il les annule, il faut vérifier, mais je pense qu'ils les annulent. Donc, c'est intéressant à ce niveau quand même, cette rémunération d'actionnaire. On a le free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Le payout ratio est à 34% et en réalité plus bas que ça. C'est complètement soutenable. Donc, il y a en plus une bonne rémunération d'actionnaire qui est à ce niveau soutenable. Capgemini, pour moi, ça reste un dossier intéressant à ce niveau. Le bas de cycle des ESN ne va pas durer éternellement. Et donc, les valorisations ici sont basses comparées à l'historique de Capgemini. Donc, c'est tout à fait intéressant. ST Microélectronique, dans les semi-conducteurs spécialisés plutôt dans l'automobile. Donc, attention aux débouchés. Le marché des clients est en difficulté. 29 milliards de dollars de market cap. 4,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt pas mal, en fait. Comme croissance, pas ça. C'est cyclique, donc c'est pas si mal, je veux dire. 8,9 en VE sur EBITDA, donc ça, c'est pas cher. Il n'y a pas de bénéfice en réalité et pas de free cash flow à l'heure actuelle. 27,4 en PE et 192 en price free cash flow, donc pas de bénéfice, pas de free cash flow. Mais le multiple de VE sur EBITDA, il est pas très élevé. On est à 6,6 en rendement des capitaux investis, c'est un peu faible. Après, c'est un business intensif à capital. Mais ce qui sauve un peu le dossier, c'est qu'on est cash net sur ST Microelectronics. Ça, c'est pas mal. 1% de rendement du dividende. Donc, il conserve quand même le cash. C'est pas une énorme le payout ratio est très faible. En même temps, les free cash flow sont très faibles aussi. Un peu de rachat d'actions pour annulation, à mon avis. Il faut quand même regarder si elles sont annulées. À 2,5 en rendement d'actionnaire, c'est quand même pas mal. Donc, ST, bas de cycle encore. Ça va s'améliorer. La valorisation n'est pas si chère que ça. Maintenant, j'aime bien qu'ils se diversifient un peu plus parce que l'automobile, c'est pas incroyable comme marché final. Donc, à suivre, c'est très cyclique, mais pourquoi pas à mettre en watchlist et ça peut rebondir. Ensuite, on est sur Kering. Donc là, c'est le canard boiteux du luxe. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont dans le luxe? Je suis pas sûr. 29 milliards de dollars de market cap, 1,6% de puissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas bon du tout. Pour après, le luxe est en bas de cycle. Mais Kering est en plus mauvais, donc dans leur positionnement, ils souffrent complètement. Le multiple de VE sur EBITDA est à 10,2. C'est relativement bas pour une boîte du luxe. Maintenant, si c'est plutôt du retail, on va dire de la mode et pas du luxe, en fait, c'est pas un multiple si bas que ça. PE 24 sur 24,4 en ratio co-bénéfice, 19,7 en price to free cash flow. C'est un peu cher payé quand même pour la qualité que c'est actuellement. 5,8 en rendement des capitaux investis, c'est pas très bon en termes de rentabilité. 4 fois les bids net, on est très endetté, donc ils doivent céder des actifs pour se désendetter. On est à 3% de rendement du dividende. Pourquoi est-ce qu'ils versent un dividende alors qu'ils ont besoin de cash? Le payout ratio est à 150%. Allez, si on prend les free cash flow, on est peut-être à 130%, mais c'est pas du tout soutenable à ce niveau. Donc là, ils puissent et en fait, il faut monter la dette pour verser le dividende et racheter des actions. Ce qui est pas très malin. Donc je pense que Kering, il vaut mieux en être franchement à l'écart. Publicis, le géant français de la publicité. On a 27 milliards de dollars de market cap, 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est plutôt de la croissance externe, mais un peu de croissance organique, mais beaucoup de l'externe quand même sur Publicis. 9,2 en VE sur EBITDA, c'est pas si cher payé que ça. 16 en PE et 12, allez, 13 en price to free cash flow. Donc on est plutôt sur une société qui est mature, qui dégage des free cash flow. Il vaut mieux prendre le multiple de price to free cash flow ou de VE sur EBITDA. Je trouve que c'est raisonnablement valorisé à ce niveau. C'est pas très cher. 11,4 en rendement des capitaux investis. Donc plutôt bien, c'est pas intensifieur capital, donc on a une bonne rentabilité. 0,5 en termes de dette net sur EBITDA. Donc là, à mon avis, ils ont la marge de manœuvre pour faire à nouveau une acquisition, ce qui est bien. Donc ils sont passés numéro 2 du marché. Il y a eu une fusion récemment, IPG, Omnicom ou WPP, je me souviens plus. Mais donc ils sont maintenant challenger. Donc ils vont avoir besoin de faire des acquisitions pour repasser numéro 1. 3,9 en rendement du dividende, absolument intéressant ce niveau, je trouve. On n'a pas beaucoup de dilution potentielle. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est soutenable, enfin le dividende est soutenable à ce niveau-là. Publicis, c'est intéressant à ce niveau-là également, je trouve. Ensuite, on est sur Pernod Ricard, donc le leader français des spiritueux, vins et spiritueux. 27 milliards de dollars de market cap, 3,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça s'est passé en 2 temps. Fort rattrapage post-déconfinement. Donc haut de cycle énorme, valorisation exorbitante, etc. Et maintenant, c'est le crash. On est à des niveaux de valorisation qui n'ont pas été vus depuis 2012, mais ça reste quand même élevé en fait comme valorisation. 12 en VE sur EBITDA, c'est élevé. 23,5 en PE et 23,6 en price of cash flow. Je trouve que c'est pas si donné que ça, alors qu'on est complètement en ralentissement encore sur les spiritueux. C'est pas spécifique à Pernod Ricard en revanche. C'est ça qui peut rassurer, c'est que tout le secteur traverse un bas de cycle. 7,8 en rendement des capitaux investis, c'est raisonnable. C'est quand même intensif en capital, les spiritueux. Il y a tous les stocks qu'il faut gérer, le vieillissement des spiritueux, etc., qu'il faut gérer, donc ça coûte cher. 2,8 en termes de dette nette sur EBITDA. Bon, c'est
c'est relativement élevé quand même. Donc là, ils sont en train de se désendetter en cédant des actifs, hein. Ils parlaient de céder le champagne même, ces derniers temps. Ils ont cédé des vins en Australie. Donc tout ce qui est pas au niveau des marges des autres marques, ils sont en train de le dégager pour se désendetter. 5,2 en rendement du dividende, mais c'est pas soutenable. En fait, payout ratio à 110%, avec des free cash flow équivalent bénéfice net, mais c'est trop élevé. Je pense qu'ils vont couper le dividende. En tout cas, les actionnaires vont voter une coupure du dividende, j'espère pour eux qu'ils vont faire. Ça serait sain et ça serait intelligent. Parce que alors, le dividende de Pernod Ricard, il se passe en 2 temps, il y a un acompte et après il y a le solde. Je pense qu'ils vont voter contre le solde, ça baissera le payout ratio à du coup 60%. Et ça dégagera du cash pour continuer à se désendetter. Donc Pernod Ricard, c'est encore trop dans la nasse. Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter à ce niveau. Compagnie Générale des établissements Michelin, donc la société Michelin, leader français des pneumatiques, 26 milliards de dollars de market cap, 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas très fort comme croissance, c'est cyclique. On a beaucoup de concurrence asiatique, donc compliqué. 5,6 en BE sur EBITDA, du coup, c'est pas très cher. 13,7 en PE, 10,4 en price sur cash flow. Le multiple de price to free cash flow est plus intéressant que le multiple de PE, et il n'est pas très élevé. Donc, on est presque value. On est value, là. On va dire qu'on est value sur Michelin. 9,8 en rendement des capitaux investis. C'est un business qui est intensif à capital, donc bonne rentabilité. 0,6 fois les l'EBITDA net, c'est pas très élevé comme dette, donc c'est bien. Bon, potentiellement, pouvoir faire une acquisition. 4,4% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. 5,6 en rendement de l'actionnaire. Il y a des actions qui sont rachetées. Est-ce qu'elles sont annulées? Il faut regarder. 51% en payout ratio avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets. Donc, rémunération de l'actionnaire soutenable à ce niveau. Compagnie, enfin Michelin, moi j'aime bien. C'est value. C'est cyclique après. Mais les multiples sont très bas. Donc, moi je trouve ça tout à fait intéressant. Veolia, 26 milliards de dollars de market cap. On est sur une utilities, gestion des eaux, des déchets, etc. 10,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Forte croissance. Il y a la fusion avec Suez en fait qui est inclus là-dedans. 7,6 en VE sur EBITDA. Donc on n'est pas value mais presque. 21 en PE mais 12 en price to cash flow. Donc là, société ultra mature. On dégage du free cash flow. Ce multiple est plus intéressant que le multiple de PE. Et il n'est pas très élevé. On est à 5,7 en rendement des capitaux investis. Ça, c'est pas énorme comme rentabilité. Après, donc c'est très leveragé comme société. Donc en fait, c'est plutôt le rendement des fonds propres qu'il faut regarder à 10,3. Mais bon, est-ce que la dette est trop élevée ici? C'est une utilities, on a de la visibilité sur les cash flow, on peut s'endetter jusqu'à 5 fois les l'EBITDA sans aucun problème. Donc je pense que c'est pas trop élevé comme niveau d'endettement. 4,6% de rendement du dividende, intéressant à ce niveau, mais attention qu'il y a potentiellement un peu de dilution. Les actions qui sont mises en circulation, est-ce qu'elles sont sorties d'autocontrôle? Est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Il faut regarder. Si elles sont créées, c'est de la dilution. On a un payout ratio qui est à 89%. Attention, mais en réalité, les free cash flow sont pliés avec les bénéfices nets. On est plus proche de 60%, donc c'est soutenable à ce niveau. Veolia, intéressant dans un portefeuille dividende, je pense. Pour un portefeuille value, c'est un peu limite. Voilà. ArcelorMittal. Donc là, on est sur le leader français de la sidérurgie. 25 milliards de dollars de market cap. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. L'acier, c'est très difficile en Europe. Concurrence chinoise, concurrence asiatique, dumping, etc. Donc, bon, Arcelor pourrait profiter de barrières douanières mises en place par l'Europe. Il faut suivre ça. Du coup, les multiples sont très bas. 5,4 en VE sur EBITDA. Il n'y a pas de bénéfice quasiment. Enfin, il y a bénéfice très faible, 21. 54 après sur cash flow. Du coup, c'est exorbitant, etc. Non, alors d'une part, on a VE sur EBITDA à 5,4, donc c'est très faible comme valorisation, et 50% de décote sur actifs tangibles. C'est comme mon dossier Jacques et Métaz, que je suis sur la chaîne. C'est à peu près la même chose pour tout ce qui est la sidérurgie en Europe. Vous regardez Acerinox, vous regardez Aperam, vous regardez ArcelorMittal. On est sur des décotes sur actifs tangibles assez conséquentes avec des multiples de flux bas de compte de résultat, qui sont élevés, ces multiples, mais plus en haut du compte de résultat, on a 5,4, c'est pas cher. Donc, en fait, le timing est encore bon pour s'intéresser à la sidérurgie en Europe, à mon avis, puisqu'on est très très décoté et que la reprise va venir. Donc là, moi je trouve que c'est intéressant à ce niveau. ArcelorMittal d'un point de vue valorisation. Le rendement des capitaux investis à 3%, très faible. Oui, on n'a pas de résultat opérationnel, mais c'est parce que c'est bas de cycle. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on arrive à générer, est-ce qu'on est décoté, est-ce qu'on arrive à générer de l'EBITDA? Et c'est le cas actuellement. Donc, je trouve que c'est pas si mal. 1,1 en termes de dette nette sur EBITDA. En plus, on n'est pas trop endetté en bas de cycle. Il verse quand même un dividende. Donc, est-ce que ça a du sens de verser un dividende sur une boîte cyclique? Je suis pas sûr. C'est pas très intéressant. Attention qu'en plus, le dividende, il n'est pas forcément soutenable. On est quasiment à 100% en termes de free cash flow. Donc, ils rachètent des actions pour les annuler en plus. Je pense qu'ils ont puisé dans la trésorerie. Donc, ils ont fait monter la dette pour cette rémunération d'actionnaire. Si c'est ponctuel, il n'y a pas de souci.
En plus, comme on est sur un bas de cycle et que ça va repartir, à mon avis, ça va. C'est raisonnable. Moi, ArcelorMittal, j'aime bien. Hein, je pense que c'est intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste en fonction de son profil? Vous faites de la croissance, on peut aller sur le grand. Attention, c'est un peu cher. Vous faites de la croissance à prix raisonnable, on peut aller sur Capgemini. Sur une cyclique, j'ai du mal à classer, mais ouais, on va dire sur du cyclique, on peut prendre ST Micro et on peut prendre ArcelorMittal. Si vous voulez avoir de la qualité, pas si cher que ça, on peut aller sur Publicis. On peut aller sur Capgemini hein, aussi, et croissance à prix raisonnable. Capgemini, Publicis, ça coche ces cases-là. Value, on peut aller sur Michelin, et dividende, on peut aller sur Veolia. Alors value, on peut aller sur Michelin et on peut aller sur ArcelorMittal, évidemment. Et pour ce qui est du coup de la value, pas deep value, on va dire plutôt value classique, on peut aller sur Veolia et Michelin. Donc là, vous avez quand même pas mal de dossiers qui sont intéressants dans cette tranche. Hein. C'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.